Bonjour à tous. Alors, nous avons allons poursuivre donc, le chapitre C3 Induction, qui traite du cas où les circuits sont fixes auxquels on impose un champ magnétique variable. Donc là, on s'est arrêté à l'aspect énergétique. Alors, on va continuer. Donc là, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu précédemment. C'est en fait essayer de faire le lien finalement entre ce qu'on a déjà vu au début d'année, c'est-à-dire l'attention aux bornes d'une bobine, et finalement la FEM induite, auto-induite, aux bornes de cette bobine en utilisant la loi de Faraday grâce à ceci. Donc là, on va montrer qu'on peut évidemment très bien résoudre un exercice d'électricité en n'utilisant pas les lois de l'induction, mais en utilisant les lois classiques que vous avez vues, que vous maîtrisez depuis le mois de octobre-novembre. Alors, soit un circuit électrique comportant un générateur de FEM, alors là, il faut donc bien lire l'énoncé. Là, il y a une force électromotrice, celui-ci. Donc, on a vraiment un générateur. Donc, vraiment un générateur ici. Donc, je vais le représenter. Qui va imposer une FEME. Ensuite, un conducteur ohmique de résistance R. Hop, un conducteur ohmique de résistance R. Les fils constituant le circuit ont un comportement inductif et un comportement résistif. Dans une moindre mesure, un comportement capacitif. Donc ça veut dire qu'on va négliger le comportement capacitif, par contre tenir compte du comportement inductif et résistif. Alors on modélise ce comportement par l'ajout d'une bobine dont l'inductance est égale à l'inductance propre du circuit, donc LP, et un conducteur ohmique dont la résistance est égale à la résistance des fils. Donc évidemment RP va être très très inférieure certainement à grand R, la résistance qui est ajoutée elle dans le circuit. Donc nous avons ce circuit-là, et puis on va résoudre. Alors la question, il n'y a même pas de question, c'est d'obtenir, d'effectuer un bilan énergétique sur ce circuit. Donc, eh bien, on va appliquer la loi des mailles. Alors, le plus simple, c'est de se placer en convention générateur pour le générateur et de se placer en convention récepteur pour tous les autres dipôles. Donc là, la mise à jour. Hop là. Donc vous avez UR aux bornes de la résistance ici ULP et ici U petit rp, URP. Donc ce qui vous donne loi des mailles, E, donc vous parcourez la maille, peu importe dans le sens que vous voulez, E égale donc UR plus ULP plus UP, et puis vous remplacez par les lois de fonctionnement. UR égale RI, URP également, RPI, la domoborne de chaque conducteur ohmique, et le lien entre U et I pour la bobine, U, LP égale L, D2I sur DT. Et nous remplaçons. Donc on se retrouve avec E égale R plus RP, I plus LP, D2I sur DT. On va mettre cette équation sous forme canonique, sous forme habituelle, et donc faire apparaître un temps caractéristique d de i sur dt plus, hop là, petit problème encore, plus i r plus r sur L, qui nous permet d'identifier directement sur LP, qui nous permet d'identifier, non c'est pas le même E, directement, j'aurais pu prendre un grand E, ça aurait été plus malin, bon, le temps caractéristique, donc ici on identifie un surtout, et donc là, est-ce qu'on a besoin de résoudre cette équation différentielle? Non. Par contre, alors, d'ailleurs, est-ce que c'était malin que je la mette sous cette forme-là? Pas forcément. Bon, si, on va résoudre. Allez, on le fait. Donc, on a I de t.
Donc comme je l'ai fait, c'est I1 plus I2, solution de l'équation homogène sans second membre, plus solution particulière, A exponentiellement T sur taux, plus, sans se tromper ici, donc on cherche une solution constante étant donné que le second membre est constant, la solution constante impose dd sur dt égale 0, donc I2 égale R plus RP sur LP, pardon, I2 multiplié par R plus RP sur LP égale E sur LP, vous simplifiez et donc vous arrivez à E divisé par R plus RP. Vous vérifiez bien l'homogénéité, vous cherchez une intensité, vous avez bien une tension sur une résistance, homogénéité d'intensité, et puis si on a des conditions initiales, A, et là je pense que ça vaut quand même le coup de le faire, déterminer, parce qu'il y a trop d'entre vous qui oublient encore, grâce aux conditions initiales, aux conditions sur le système, sur la solution complète. Sur le DM précédent, donc pas celui de chimie évidemment, beaucoup d'élèves ont résolu l'équation différentielle là, sur les pistons en déterminant la constante sur la solution homogène uniquement et pas la solution complète. Donc on a ça maintenant pour avoir, donc je reviens à l'équation différentielle, enfin la loi des mailles qu'on a obtenue, c'est peut-être plus simple. Donc L d2 sur dt plus P ici, R plus RP. I, et là, donc vous vous rappelez, pour obtenir, en mécanique, pour obtenir les énergies, les puissances, pardon, il suffit de multiplier par V. Là, pour obtenir les puissances, il faut multiplier par I, et donc on a E, I. Alors, je n'écris pas à chaque fois qu'il s'agit de I de T, LP, DDI, dt fois I, plus R, plus RP, I carré. Et là, on va donc reconnaître, alors, on va identifier les termes. Le terme 1. Donc le terme 1, il s'agit de la puissance délivrée par le générateur. L'opposé de la puissance reçue. Alors comment en fait on aurait pu, étant donné qu'en thermo, en élect, tout ça, on travaille toujours normalement avec puissance reçue. Eh bien, je le mets à côté, mais en fait, si on aurait ça. On a 0 égale moins EI plus LP dd sur dt fois I plus R plus RP plus P carré. Et donc là, en fait, là, on a tous les termes reçus. Là, c'est donc ce terme-là, c'est donc la puissance reçue par le gêné. Et cette puissance reçue par le gêné, forcément, c'est l'opposé de la puissance qu'il reçoit. C'est bien qu'il délivre, pardon. C'est bien ce qu'on a en voyant le phénomène dans le sens de délivrer. Alors, le terme 2. Terme 2, on peut l'écrire, vous vous rappelez, en fait, comme étant la dérivée par rapport au temps de 1 demi de L, P, I carré. Alors, L étant une constante. Et donc, c'est la puissance stockée dans la bobine. Quant au terme 3, c'est le troisième terme, donc 3, il s'agit donc de la puissance qui va être en fait reçue par la résistance, mais qui va être cédée au milieu extérieur par effet Joule. Par les résistances, c'est-à-dire puissance cédée au milieu extérieur par effet Joule. Donc si le système était le milieu extérieur, lui il recevrait cette puissance-là. Voilà. Donc ça c'est le petit bilan. Alors si on s'intéresse à l'énergie maintenant, donc l'énergie magnétique. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va intégrer sur la durée de fonctionnement, donc de 0 à t par exemple, et bien la puissance magnétique dt.
Donc il s'agit d'intégrer, par rapport au temps, pardon, je vais préciser, d sur dt, de 1 demi de LP I carré dt. Alors, si on ne considère plus là ce terme-ci comme étant la dérivée de 1 demi de LP I carré, mais comme étant le rapport de deux grandeurs, certes infinitésimal, mais ne tendons pas, enfin, on ne considère pas pardon, la limite du taux de variation, mais simplement le taux de variation, eh bien on peut simplifier par dt, qui est un élément non nul, l'intervalle de temps infinitésimal, certes, mais non nul. Et on se retrouve donc à intégrer de 0 à t d de 1 demi de LP I carré, ce qui nous donne 1 demi de LP I à l'instant t au carré, moins, si j'ai intégré comme ceci, à l'instant initial au carré. Exemple, remarque, si à t égale 0, le champ B était nul, I valait 0 par exemple, I de 0 moins égale 0, on a encore I de 0 plus égale 0. Pourquoi? Parce que l'énergie est une grandeur continue, car l'énergie est continue. Et donc c'est comme ça qu'on avait démontré la continuité de l'intensité traversant une bobine. Donc idem pour l'intensité. Là, j'ai résolu cet exercice en utilisant les méthodes vues précédemment, traversant une bobine. Maintenant, si on regarde ceci pour la continuité de l'intensité traversant la bobine, on peut observer, enfin étudier cette continuité, ou regarder cette continuité du courant en utilisant la loi de Lenz. Du courant par le prisme, si on peut dire, de la loi de Lenz, ou qui stipule que l'induction, les phénomènes d'induction s'opposent par leurs effets aux causes qui lui ont donné naissance. Donc là, si la bobine va subit une variation de flux de champ magnétique, elle va s'y opposer, et donc, aux tout premiers instants, en tout cas, l'intensité sera toujours nulle, comme elle l'était auparavant. Elle s'oppose aux variations brutales d'intensité. Bon, donc là, c'était révision, purement des révisions. Maintenant, nous passons au grand 2, où là, pour le coup, ce ne sont plus des révisions. Nous passons à un nouveau point du chapitre, la notion d'inductance mutuelle, ou alors que vous allez trouver également tout simplement noté mutuelle. Donc là, soit vous trouverez le terme mutuelle inductance, soit mutuelle tout seul. Alors, on va considérer deux circuits. D'abord, on va prendre un circuit filiforme, on le fait circulaire, on s'en fiche, donc on l'appelle C1, parcouru par un courant d'intensité I1, dont le contour est défini des limites linéaires S1. Donc en fait l'air, bon, je vais surcharger le circuit, je rajoute ceci, là c'est l'air du circuit S1. Donc si j'oriente le circuit comme je l'ai fait là, avec I1 ici, que déduisez-vous pour le champ B résultant du passage du courant? Règle de la main droite, vous avez un champ B qui s'enfonce vers votre feuille, qui s'en va, et donc le vecteur surface, le champ B est orienté comme ceci, tout comme S1. Alors je le superpose pas, mais le vecteur surface associé à ce circuit est orienté comme ceci. Soit un circuit filiforme C2 parcouru par un courant d'intensité I2 dont le contour orienté des limites linéaires S2. On va faire pareil. Un deuxième circuit, alors comme ça. Je l'oriente de la même façon, ça n'a aucune incidence, enfin aucune, c'est juste pour une conclusion. Mince, c'est un I2, pardon, pas un I1. À l'origine d'un champ B2, vecteur surface S2, donc ça, il s'agit du circuit C2. Voilà, et maintenant on va essayer de déterminer le flux créé dans ce circuit-là,
dans le flux de champ magnétique créé dans ce circuit-là. Alors, donc là, il faut vraiment réfléchir. Ce circuit-là, que reçoit-il? D'abord, il reçoit son propre flux. Le flux propre qu'il crée dans lui-même. Donc là, le flux du circuit 1 dans lui-même. Flux de champ magnétique. Oh là là, le champ magnétique. Le champ magnétique du circuit 1 dans lui-même. Vous n'êtes pas obligé de rédiger ça, mais au début, bon, là c'est pour expliquer un petit peu. Alors, par contre, c'est pas le seul flux de champ magnétique qu'il reçoit, ce fameux circuit 1, parce que là, si on met des lignes de champ, là le circuit 2 est à l'origine d'un champ B. Donc on va avoir des lignes de champ. Alors là, comme je les ai mis, c'est pas vraiment vrai, parce que si je les ai mis les deux circuits tels qu'ils sont là représentés, on n'aura pas vraiment de lignes de champ qui vont rentrer dedans, mais si je l'avais un tout petit peu fait tourner la spire, on aurait eu un champ B qui n'était pas forcément exactement orthogonal au plan de la feuille. Bon, en tout cas, on a les lignes de champ. Ligne, dans le cas général, ligne de champ associée à B2. Associée, oh là 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 là, associée à B2 et qui vont pénétrer dans le circuit 1. Donc, si j'ajoute ici, on va avoir le flux de 2 à travers 1. Donc là, c'est le flux de champ magnétique. Flux de champ magnétique créé par le circuit 2 à travers le 1. À travers le circuit 1. Alors, si j'explicite maintenant, donc le flux propre, on l'a vu hier, eh bien, tout simplement, on peut l'écrire L1I1. On peut associer une inductance propre au premier circuit, appelée L1, donc c'est l'inductance propre du premier circuit, le C1. Et ici, par contre, je vais expliciter. Je vais faire la double intégrale sur le circuit C2 du champ B2, mais qui va passer à travers, cette fois, DS1. Il va passer à travers le circuit 1. J'ai pris beaucoup de place. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Donc, je reprendrai une autre page pour la deuxième étape. Qu'est-ce que l'on sait? Donc, on va, ce que je peux faire comme ça, pour éliminer ça. Ah non, c'est gris. Là. Ici, on peut pas verrouiller, je peux mettre du blanc. Je peux pas donner non plus. Si ça, c'est bien. Non. C'est ça pour que nous ne voyons pas ça. Pas tout à l'heure. Alors, maintenant, ce que l'on sait. Or, d'après ce qu'on a vu, première ligne du chapitre hier. Or, B2, norme de B2, est proportionnelle à I2. Ça veut donc dire que ce terme-là est proportionnel, lui aussi, à I2. Alors, proportionnel, évidemment, on peut l'exprimer mathématiquement avec des intégrales, ça se fait sans souci, aucun problème. Ce n'est absolument pas demandé. Donc, nous allons exprimer tout simplement cette double intégrale en l'appelant le coefficient de mutuelle inductance. Et donc, on va obtenir phi1 qui sera la somme du flux propre du circuit 1 dans lui-même, plus le flux qu'envoie entre guillemets le circuit 2 à travers le circuit 1. Et donc, ce qu'on obtient, on obtient donc L1I1 plus le fameux M, on va appeler donc mutuelle inductance, coefficient de mutuelle inductance, qui dépend des caractéristiques. Alors, dépend de quoi? Des caractéristiques du circuit 1, parce qu'on a besoin de DS1 quand on fait l'intégrale, mais il dépend aussi des caractéristiques du circuit 2, ce coefficient M, parce que le champ B2 dépend des caractéristiques du circuit 2. Donc, on va appeler M de 2 dans 1, multiplié par I2.
Bon, on va maintenant effectuer la même chose sur le deuxième, pour le circuit 2. Donc on va avoir le flux dans 2. Et bien, de la même façon, c'est le flux propre de lui-même, du circuit 2 dans lui-même, plus le flux envoyé par 1 à travers le circuit 2. Pour ce terme-là, aucun souci, on va l'appeler l'inducteur propre L2 du circuit 2, parcouru par un courant I2. Et ici, on va réexprimer, il s'agit donc de l'intégrale sur le circuit C1, du champ créé par le circuit, pardon, une erreur, sur C2, parce que c'est le circuit 2, de champ créé par le circuit 1 à travers l'élément de surface, à travers l'élément de surface DS2. Or, comme tout à l'heure, B1, norme de B1, comme ça, proportionnel à I1. Donc ce terme-là va être proportionnel à I1 également. Et on va pouvoir écrire L2 I2 plus donc le coefficient mutuel qui va être lié au champ créé par le circuit 1 dans le circuit 2 multiplié par I1. M1 étant le coefficient de proportionnalité, alors je rappelle qu'il dépend des caractéristiques du circuit 2, du fait de la présence de DS2, mais aussi des caractéristiques du circuit 1, du fait de la présence du champ B1, qui s'exprime à partir des caractéristiques géométriques du circuit 1. En fait, donc ça se démontre, il n'y a aucun souci évidemment pour le faire, je ne vais pas vous le faire parce que ce n'est pas du tout le programme. En fait, on a M de 1 dans 2 qui est égal à M de 2 dans 1 par interversion des intégrales, et on va le noter simplement M, coefficient de mutuelle inductance, ou mutuelle, tout simplement. Voilà. Inductance. Ou alors que vous trouverez plus simplement appelé mutuelle. Si maintenant on applique la loi de Faraday aux deux circuits, donc je vais écrire comme ça pour la poursuite du cours quand même, que ce soit lisible pour vous, vous avez votre poly. Loi de Faraday appliquée aux deux circuits, eh bien, vous apercevez qu'en fait, vous avez E1 qui apparaît une force électromotrice aux bornes du premier circuit, moins de définition dt, qui est égal à moins L1 dVi1. On rappelle, L1 est une constante par rapport au temps. Et M est également une constante. Donc on va avoir, en fait, attention, je vais mettre en remarque très importante, E1, la FEM. Donc, la FEM apparaissant aux bornes du circuit 1, aux bornes de C1, dépend de l'intensité qui le parcourt, mais aussi l'intensité dépend de l'I1, donc l'intensité qui le parcourt lui-même, le circuit, mais aussi, et ça c'est quand même assez nouveau, de I2, donc c'est-à-dire de l'influence d'un circuit qui n'a rien à voir avec le circuit I1, de ce qui se passe dans le circuit d'à côté, parce que le circuit d'à côté est à l'origine d'un champ B, dont les lignes de champ vont traverser le circuit 1, etc. etc. Donc ça c'est assez joli, on va dire, quand même, d'avoir ce résultat-là. Il en est de même pour E2, donc vous avez moins D de phi 2 sur dt d'après la loi de Faraday, autrement dit moins L2 d2i2 sur dt, moins m d2i sur dt. Et alors mathématiquement, c'est vrai que j'aurais peut-être pu l'écrire, la beauté de... Donc vous avez des circuits couplés en fait. On va dire que les circuits sont couplés par mutuelle inductance, par mutuelle. Et comment est-ce que ça va se représenter schématiquement? Eh bien, on va représenter ça comme vous avez ça. Donc, si vous voyez ça, alors, il y a deux représentations. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà les deux représentations. La première, donc I1 ici, le deuxième I2 ici. Et donc vous avez en convention, qu'est-ce que j'ai fait? En convention, là vous avez un générateur. En convention générateur, ici pour la
si vous représentez une bobine, vous la faites en convention récepteur. Voilà, donc le 1 ici, le 2 là, et donc vous montrez qu'il y a couplage, et le M est ici, mince, le M du couplage apparaît au-dessus, ou alors vous trouvez ça, ou équivalent, vous faites comme si vous aviez vraiment un générateur, donc cette fois E1, I1, convention générateur, comme ceci en fait. Vous pourrez remplacer la bobine par un générateur, parce qu'en fait elle se comporte comme un générateur de FM, E1 et E2. Elles sont les deux bobines. Vous avez ça. Et ou alors, donc parfois vous trouvez également, à la place d'avoir la petite flèche comme ça, c'est ce que vous trouverez dans l'exercice qui suit, vous avez deux traits comme ça. Alors, donc en fait, en conclusion, chaque circuit, c'est vraiment très important, a une influence sur l'autre circuit et sont couplés par mutuelle, c'est ce que j'ai encadré. Et les coefficients de mutuelle sont les mêmes. C'est à admettre, mais ça se démontre très facilement. Alors, je vous encourage, il n'y a aucune difficulté, à faire seul l'étude des deux circuits couplés. C'est un extrait de concours. C'est pas très long, pas très difficile. Et puis, regardez, une fois que vous avez fait, le corrigé qui sera mis en ligne demain. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.